Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Son nom, Abiy Ahmed. Il n'a que 41 ans et dirige depuis 2 mois le 2e pays le plus peuplé du continent après le Nigeria, c'est-à-dire l'Éthiopie. 107 millions d'habitants. Il est un homme pressé. Il veut réconcilier ses compatriotes, leur faire oublier les sanglantes répressions des derniers mois, des dernières années. Il veut aussi se réconcilier avec l'Érythrée. Mais qui est cet homme pressé, qui prend tout le monde de court et qui veut la paix avec tous ses voisins? Quelles sont ses marges de manœuvre? L'Éthiopie tient-elle enfin le Premier ministre qu'il lui fallait? 3 invités avec moi pour en parler. Alès Mesfin, vous êtes membre de la société civile éthiopienne. Vous nous direz ce que vous pensez des réformes annoncées du Premier ministre Abiy Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kadami Mohamed, vous êtes juriste, analyste politique. Vous connaissez très bien ce géant de l'Afrique de l'Est qu'est l'Éthiopie. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et l'infatigable analyste, stratégiste, spécialisé plutôt dans l'accompagnement stratégique des États. Merci Jean-Bernard Bikim d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de rendre service aux pays africains. Ouverture politique, réforme de l'appareil sécuritaire, lutte contre les inégalités, la marginalisation, paix avec les États voisins. Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre, veut tout et tout de suite. L'homme déborde d'un tel volontarisme que certains de ses compatriotes ont déjà du mal à suivre son rythme. C'est un sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. 2 mois seulement après sa nomination à la tête du gouvernement éthiopien, le Premier ministre Abiy Ahmed surprend avec l'annonce de ses projets de réforme politique radicale. Son objectif, pacifier et unifier le pays et mettre fin au mécontentement des Éthiopiens, surtout ceux victimes de marginalisation et d'exclusion. Mais qui est cet homme de providence? Quelles sont les réformes annoncées et de quels moyens dispose-t-il pour réussir ses ambitions à la tête du gouvernement? Décryptage. Abiy Ahmed est né le 15 août 1976 à Agoro. Le jeune Premier ministre a déjà assumé de hautes fonctions dans son pays, lieutenant-colonel dans l'armée, chef des services de renseignement, puis ministre des Sciences et Technologies de l'Information. Il a occupé par ailleurs le poste de secrétaire général de l'Organisation démocratique des peuples Oromo, puis chef de la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Il accède finalement au poste de Premier ministre le 2 avril 2018, suite à la démission d'Haïlé Mariam Desalegn sur fond de contestation antigouvernementale. Il devient ainsi le 3e Premier ministre du pays depuis la chute de la junte militaire en 1991 et le premier chef de gouvernement issu des Oromo, une des ethnies majoritaires du pays. Son avènement à la primature se présente aujourd'hui comme un nouvel espoir de réconciliation. Construisons de nouvelles passerelles avec la nouvelle génération pour écrire une nouvelle histoire. Le secret de ce succès, c'est de poursuivre le travail et de rester unis. Dès son arrivée à ce poste stratégique et de décision, Abiy Ahmed promet des réformes d'envergure nationale. Sur le plan politique, il veut renforcer la démocratie et le respect des libertés fondamentales. Son objectif, mettre fin aux 3 années de protestations massives et aux heurts interethniques entre les Oromo et les Somalis. Le nouveau Premier ministre veut surtout décrisper la vie politique de son pays, notamment en faisant preuve de conciliation avec les leaders de l'opposition. Ces derniers, de leur côté, souhaitent l'abrogation de la loi antiterroriste, vieille de 10 ans, une loi qui criminalise les dissidents. Les premières mesures qu'il a prises vont dans le bon sens. Il a libéré des prisonniers, même si la plupart d'entre eux sont plutôt des prisonniers de droit commun. Il est obligé d'être prudent, habile, d'agir avec beaucoup de tact. S'il va trop vite au regard de certains, je subodore, connaît suffisamment son pays
pour évaluer la cadence des réformes qu'il doit entreprendre. Mais il y a un fond politique qui était, je dirais, assez malsain. Il fallait quelqu'un qui est à la fois jeune mais qui connaît bien le système. C'est aussi quelqu'un qui est à la fois musulman, chrétien, qui incarne la synthèse, la pluralité de ce pays. Une mesure forte prise par le nouveau Premier ministre, le limogeage du chef d'état-major des armées. Ce dernier a été à la manœuvre de la répression des manifestations antigouvernementales. S'ensuit la levée de l'état d'urgence le 5 juin 2018. Une action qui permet au Premier ministre de rebattre les cartes sur les relations entre l'armée et la coalition au pouvoir, mais également sur la question de la sécurité intérieure. Avec la nomination de ce nouveau Premier ministre, le pays semble faire un pas vers une sortie de crise politique, mais certains pensent qu'il va très vite en besogne. Je pense qu'il va vite. Je pense effectivement vite. Mais le plus important, c'est de savoir que les populations attendent de sérieuses réformes depuis un certain nombre d'années. Même si, il faut le reconnaître, l'essentiel de l'opposition ou alors l'essentiel des obstacles sont dans la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. C'est dans cette coalition qu'il y a des contradictions, des luttes de leadership et une certaine duchédisation du pouvoir militaire, c'est-à-dire il y a des seigneuries dans des régions et dans des provinces. On voit des leaders politiques et militaires qui se sont constitués en divinités secondaires. 107 millions d'Éthiopiens retrouvent enfin espoir avec le nouveau Premier ministre. Reste à savoir si les réformes qui seront entreprises pourront faire oublier les années de braise qu'a connues le pays. Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre de l'Éthiopie, certains l'appellent déjà affectueusement le Macron éthiopien, mais ça c'est pour la parenthèse. Alors plantons très rapidement le décor. Chers invités, l'Éthiopie est confrontée depuis 2015 à une vague de protestations anti-gouvernementales animées par les Omoro et les Amara, les deux groupes ethniques majoritaires du pays. Ils protestent contre la monopolisation du pouvoir par la minorité tigréenne qui dirige le pays depuis plus de 2 décennies, depuis 91, et ils ont régulièrement été réprimés. Le 15 février 2018, Dessalegn, l'ancien Premier ministre, a été donc obligé et contraint plutôt à la démission pour que se renforce la démocratie dans son pays, disait-il le jour de sa démission. Et ce 2 avril 2018, Abiy Ahmed est élu Premier ministre de l'Éthiopie. Il a 41 ans. Qu'est-ce qui fait la nouveauté de l'homme? D'où tient-il? Quelle est la nouveauté de ce Premier ministre? Qu'est-ce qu'il fait qui pourrait être l'homme de la situation, pour dire les choses simplement, très rapidement? Alors, je dirais 2 choses. Déjà, je ne le vois pas en Macron. L'Éthiopie, c'est un pays riche d'histoire, c'est plus de 3000 ans d'histoire, il faut quand même le rappeler. Je dirais que le Premier ministre actuel devrait... C'est par rapport à l'âge et à la jeunesse, sans doute. Le Premier ministre actuel devrait s'inspirer de Ménélik II, le père de la nation éthiopienne. Et pour moi, je le vois plutôt aller dans une direction qui permettrait de trouver un équilibre entre ce que faisait Ménélik II et Haïlé Sélassié. Ça permettrait de fédérer les 438 communautés qui vivent dans des conditions abominables depuis 1941, ce qu'il faut bien le dire, en raison date du départ des Italiens, il faut le préciser. En raison des choix occidentaux ignominieux, il faut bien le dire, et des complicités internes qui ont permis à ce que l'histoire riche de l'Éthiopie, qui part de la reine de Saba à Haïlé Sélassié, ait été, à un moment donné, je dirais, trouble. Parce que quand on regarde les premières organisations, ce pays ne peut pas se retrouver dans l'état actuel dans lequel il se trouve. Monsieur Khadami, l'homme est issu de la minorité, du groupe ethnique majoritaire. C'est un atout. Je précise déjà qu'il n'y a pas de ressentiment chez lui, il n'y a pas de sentiment de vengeance. Il promet la réconciliation. Il y a quelque chose de symbolique dans sa nomination? Oui, je pense que c'est très important parce que depuis 1991, comme vous l'avez dit, les Tigréens ont pris le pouvoir par les armes en venant à Addis Abeba. Et depuis, ils l'ont exercé d'une manière très, très autoritaire, même s'ils ont associé et les Oromos et les Amhara
et les populations aussi périphériques. Et ce que ont contesté les populations, c'était ce monopole, d'abord de la violence qu'il avait, alors que c'était une armée ethnique, le monopole économique, le monopole politique. Et donc, les Éthiopiens ont donc inventé aussi une forme de résistance. D'ailleurs, les Oromos ont appelé ça Kero, c'est des jeunesses. Les Amaras, Fanno. Et puis, les Bouragui, je crois que c'est Zerma, quelque chose comme ça. Enfin, je parle sous l'autorité de Mesfi. Résister. Ils ont résisté pacifiquement. Et la réponse, toute la réponse a été la répression à bras raccourcis des militaires, en tout cas du pouvoir TPLF. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'OPDO, c'est-à-dire l'Organisation populaire démocratique Oromo, qui était pourtant membre de la coalition, et l'Organisation Amara, démocratique Amara, qui était aussi membre de l'OPDO, ont finalement, sans manifester, ont pris fait et cause pour les manifestants. Ce qui fait que les TPLF, les Tigréens, se sont retrouvés minoritaires, non seulement au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein de l'EPRDF, c'est-à-dire cette coalition qui regroupe. Tout à fait. Donc, c'est le fruit, finalement, de ces contestations et ensuite de la prise en compte par les Amaras du pouvoir et les Oromos du pouvoir d'accepter ces nouvelles figures. Alors, ces nouvelles figures, il fait partie quand même de l'establishment. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il a fait partie. Il faut savoir, il est au Oromo, il est de mère Gonda, enfin Amara. Il paraît qu'il est marié aussi à une Tigrienne, si c'est vrai. Donc du point de vue de la symbolique, il fait aussi c'est l'homme qui fédère les Éthiopiens aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être là, jusqu'aujourd'hui, quel autre scénario pouvait se dessiner en Éthiopie dans ces contextes-là? Soit la prise du pouvoir par l'opposition, soit la destruction de l'opposition. Donc, c'est un peu c'est la voie médiane. Une issue un peu hybride. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que il y a certains opposants qui lui donnent, il y a un état de grâce, mais il y a aussi d'autres opposants qui disent on va voir. On va voir, justement, on va voir. Vous, Alès Mesfin, vous êtes éthiopien, membre de la société civile. Il veut faire la refonte de l'appareil sécuritaire. Il veut faire l'ouverture politique, respecter davantage les opposants, abroger déjà l'état d'urgence qui permettait à l'ancien régime de jeter les gens en prison parce qu'ils sont des opposants politiques, on les traitait de terroristes. Il veut tout ça. Quels sont ces leviers? De quelle marge de manœuvre dispose-t-il aujourd'hui? Vous êtes éthiopien, dites-nous très rapidement. Moi déjà, je voulais revenir sur deux points. La première, c'est quoi? C'est quelque chose qui devait servir de leçon à pas mal de dirigeants africains. C'est la démission de Saleh, déjà. Parce qu'un dirigeant africain qui décide de quitter le pouvoir parce que j'en peux plus, j'ai pas les moyens, etc., jamais vu dans le continent. La deuxième chose, c'est que donc, ce jeune Premier ministre, maintenant, qui est nommé au bout de 2 mois de tractation, de débats internes, etc., c'est vrai, il a fait des choses qui est extrêmement importantes, qui devaient nous servir de leçon à pas mal de dirigeants africains, je reviens là-dessus. Il a libéré pratiquement tout le prisonniers politiques. C'est vrai, des milliers de prisonniers politiques, y compris des prisonniers de droit commun. Exactement, qui ont été arrêtés, emprisonnés sans passer devant un juge, sans la moindre preuve, juste par le régime qu'il a qualifié lui-même, alors qu'il faisait partie de la même coalition. Il a dit on a commis des atrocités, on a commis des erreurs, on a torturé des gens, on a tabassé, on a assassiné. C'est lui-même qui le dit. Qui le dit. Ça, on ne l'a jamais entendu de la part d'un dirigeant africain. Et donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? On ne va pas vers la chasse aux sorcières, parce que c'est du passé. Maintenant, on a une nation, on est un peuple. Il veut la réconciliation. Bon. Moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé, hier aussi, il a parlé pendant 4 heures devant le Parlement, donc il a répondu à pas mal de questions. C'est vrai, il y a un certain volontarisme de sa part. Il y a une vraie volonté de changer la situation et d'aller de l'avant. Maintenant, est-ce qu'il a le moyen nécessaire pour agir, pour mettre en place? Parce que l'ancien régime, ils sont toujours en place. Il a fait appel, par exemple, à de l'opposition qui vit dans le diaspora à l'étranger, etc. Bien sûr, on a dit, vous pouvez rentrer, construire ensemble l'Éthiopie. Ça, c'est, pour moi,
Du moment quand on ne change pas le système lui-même à la base, c'est-à-dire qui est presque le tumeur, je peux l'appeler comme ça, qu'il a laissé Zenawi, si on ne change pas sur le fond, on ne peut pas changer comme ça. Ce que vous dites est très intéressant. Le problème est d'abord systémique, dites-vous. Bah déjà, la division clanique du pays, la décentralisation sous la base ethnique, qui était une erreur grave. Ça veut dire quoi qu'il faut que vous souhaitez qu'il faut qu'on change la Constitution, puisque c'est la Constitution de votre pays qui consacre le fameux fédéralisme ethnique. Exactement. Le mal, l'ensemble du mal de l'Éthiopie, elle vient de là. Tout à l'heure, vous avez dit, le nouveau Premier ministre, il est de père Amara, de mère Oromo, il a épousé une Tigré. Il est le métissage typique de l'Éthiopie. L'Éthiopie, à l'époque d'Haïlé Sélassié ou de Mengistu, on n'avait pas cette division de clans, de l'ethnie. Et chacun, il cohabitait ensemble dans l'amour, dans le respect de l'autre. Alors, ce que vous dites est très intéressant, M. Mesfin. Ce n'est pas des déclarations qui règlent le problème, ce ne seront pas les beaux discours, il faut radicalement revoir. Changer plutôt la forme même de l'État. Monsieur Radami, si la Constitution va changer, comme on le voit, en tout cas, il n'a pas encore annoncé son intention de changer la Constitution éthiopienne. On le sait également qu'il a fait partie, de la coalition. Avec qui veut-il mener ces réformes? Sur qui veut-il? Il a raison de poser la question, de quels moyens dispose-t-il? Qui sont aujourd'hui les piliers sur lesquels il peut se baser, se poser pour mener à bien ces réformes? Alors, je crois que... laissez-moi dire que je ne partage pas complètement ce que tu es en train de dire, Mesfin. L'Éthiopie, c'est le musée des peuples. C'est 80 ou 85 à peu près. Nationalité. Oui. Ethnique plutôt. Ethnique. Près de 80, hein. 88 précisément. 88. Exactement. Ethnique. Nationalité. Oui. C'est encore des concepts qui sont maniés. Et dès qu'on parle d'Afrique, on parle d'ethnie. Bon, pour moi, c'est des communautés, c'est des nationalités. C'est une autre histoire. D'accord. Deuxième chose. Et donc, il y a une bonne partie de la population éthiopienne qui ne sont pas très hostiles aux fédérations. Peut-être changer les fédérations, la forme des fédérations, mais ils ne sont pas très hostiles. Donc c'est un débat qui est là. Et cette question-là, c'est un débat. Il y a aussi, effectivement, il y a aussi toute une partie d'élite qui, effectivement, disent que c'est les problèmes le plus grave pour l'Éthiopie aujourd'hui, et ça va nous mener vers le... Mais Monsieur Radami, vous les connaissez mieux, vous êtes le voisin. D'où vient la volonté d'exister de par son ethnie? Ce n'est pas possible de se fondre dans une nation éthiopienne et en se départissant de son appartenance ethnique et penser créer l'État éthiopien au-delà des ethnies. Ce n'est pas possible. Alors, je vais vous dire encore une autre chose. Depuis 40 ans, dans cette région, il y a des guerres. Il y a des guerres sociales, il y a des guerres à base ethnique, comme on dirait, et donc il faut trouver une solution à ces problèmes. On ne peut pas fondre en une seule fois cette entité à l'Éthiopie. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que toutes les populations éthiopiennes aujourd'hui sont pour l'Éthiopie, pour l'unité de l'Éthiopie. Il y a peut-être des choses, par exemple, à changer dans la Constitution. Par exemple, l'article 39, le fameux article 39, qui dispose que chaque communauté peut aller à l'autodétermination jusqu'à la sécession. Par exemple, ces genres d'articles peuvent... Oui. Mais en même temps, moi, j'ai dit qu'il faut faire très attention parce qu'il y a aussi une partie des populations qui, eux... Oui, c'est ce que vous dites. Étant donné que le développement a été inégal depuis un certain nombre d'années. Il y a des populations périphériques. Oui. Au lieu que ces populations qui sont très attachées à l'appartenance ethnique plutôt qu'à un État fictif qui n'existe qu'à Addis Abeba. On est d'accord. Peut-être c'est une phase, mais en tout cas c'est une discussion et qu'il faut avoir. Par exemple, hier, le Premier ministre lui-même, il a appelé la population éthiopienne en leur disant, en les suppliant, ne les jugez surtout pas le peuple de Tigré, parce que ce n'est pas le peuple
qui était à l'origine de tous ces maux. Le peuple lui-même, il est dans la pauvreté, etc. C'est une partie. Juste pour terminer, c'est que, pour dire, c'est que, à mon ami, c'est l'Éthiopie. Je dis bien aucun clan, depuis des générations, n'a eu de privilèges en quoi que ce soit. Parce que moi, en tant qu'Éthiopien, en tant qu'Amara, par exemple, il n'y en avait aucun moment dans notre histoire, l'Amara, il avait un tel privilège, le Tigré, il avait un tel... Non. C'est la coalition qui a instauré les privilèges. C'est depuis 1991, avant de dire que je suis éthiopien, on a commencé à dire notre appartenance ethnique. Et c'est ça à l'origine de tout le mot qui est... Jean-Bernard Bikim, très rapidement, la question, le cas éthiopien mais pose un problème qui est visible aussi ailleurs sur le continent, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu des crimes de masse? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, on se pardonne tout et on oublie tout? C'est vrai, il y a les victimes, mais bon, peu importe. Au nom de l'unité, on se pardonne tout ou bien on fait quand même triompher la justice? Parce que ce que propose le Premier ministre, c'est que les auteurs tigréens qui ont pu se rendre coupables des crimes, on parle quand même de 1000 morts depuis 2015, 1000 morts, bon, 940 précisément. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la famille, les familles de ces victimes, qu'est-ce qu'on en fait? Au nom de l'unité, il faut accepter d'aller au pardon sans passer par la justice? C'est l'éternel problème auquel nous sommes confrontés en Afrique. Comment accepter l'inacceptable et poursuivre, pas le chemin ensemble, poursuivre une existence commune avec l'agresseur qui est en même temps moi. Dans le cas actuel, l'Éthiopie est confrontée à une double question qu'il faut répondre rapidement. La première question, est-ce que l'Éthiopie peut continuer à ignorer son histoire aussi riche? Donc ça nous renvoie au... Mais au-delà de la question de l'histoire, l'approche vous convient, l'analyse que vous êtes, l'approche que propose le Premier ministre, qui consiste effectivement à se pardonner. Autrefois sur cet espace, les tribus, les ethnies, les communautés se battaient entre elles. Et on arrivait toujours, au travers des accords et des alliances, à recréer les conditions qui permettaient de poursuivre le vivre ensemble. Je pense que c'est le chemin, le sentier qu'il faut très rapidement réexplorer, en essayant, comme il a si bien dit, de se dire, attention, les germes qui frappent durement le vivre ensemble en Éthiopie sont dans la Constitution et dans ce système unique de décentralisation ethnique qui peut permettre d'aller jusqu'à la sécession. Et ça, il faut le prendre à corps le bras. Pour revenir avec Richard, mais si vous permettez, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la discussion. À tout de suite.